Moi je trouvais que c'était très intéressant comme expérience et assez unique en son genre. C'est très enrichissant et c'est très intéressant d'avoir des argumentaires de personnes complètement différentes avec un cursus et une culture complètement différente. Ça permet de se forger sa propre opinion en ayant vraiment beaucoup d'arguments différents. Donc moi je suis ravie. C'est bien, chacun peut donner son avis. Moi je suis pas venu avec des connaissances particulières sur ce sujet-là, mais j'ai beaucoup appris. Il y a apparemment des experts de l'Union soviétique ou des personnes qui ont vécu dans les Balkans ou qui avaient du coup une expérience peut-être du terrain et des réponses assez intéressantes. Et puis même des intervenants qui n'avaient pas forcément de connaissances qui s'exprimaient en tant que citoyens. Donc je trouve ça vraiment très formateur au niveau de tous les points de vue. Je me présente très rapidement, mon nom est Pierre Verluys, je suis le fondateur du DiploWeb et le directeur de l'association Centre Géopolitique, deux entités qui sont réunies pour organiser cette consultation citoyenne qui a été labellisée par le Quai d'Orsay sur un intitulé tout à fait étrange. Élargissement, quel candidat l'Union européenne doit-elle encore accepter? Intitulé délicieusement poujadiste, qui avait juste pour objectif de vous faire venir, étant entendu qu'en provoquant un petit peu nos esprits, on pouvait ainsi un samedi après-midi, alors qu'il fait beau, qu'il y a des matchs de foot passionnants, espérer vous réunir pour traiter de l'Union européenne d'aujourd'hui et de demain. Je serai très bref. Je remercie l'école catholique, l'ENC Blomet, de nous recevoir ici, dans les locaux dédiés de la classe prépa aux grandes écoles CPGE Blomet. Le sujet est élargissement. Quel candidat l'Union européenne doit-elle encore accepter? Je vous ai préparé un dossier factuel où il est rappelé notamment qu'il y a déjà eu 7 élargissements de l'Union européenne. Vous trouverez sous forme de dossiers et de tableaux un récapitulatif avec les années des élargissements, les pays qui sont entrés. Je souligne tout de suite que ce tableau ne doit pas nous conduire à une illusion, parce que là, il y a les pays qui sont entrés, mais je rappelle qu'il y a des pays qui ont refusé de rentrer dans l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas nécessairement attractive à 100% des cas. Chacun se souvient que la Norvège, la Suisse à sa façon, l'Islande à sa façon, ont chacune refusé de rentrer dans l'Union européenne. Et il semblerait même que depuis 2016, nos amis du Royaume-Uni, pour certains, aient l'intention de sortir de l'Union européenne. Donc cette Union européenne n'est pas seulement attractive, elle est aussi répulsive, et le sens de l'histoire n'est pas écrit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis la fin de la guerre froide, il y a eu 4 élargissements, 1995, 2004, 2007, 2013. Une partie des opinions publiques en ressent, paraît-il, une, ouvrez les guillemets, fatigue des élargissements, fermez les guillemets, expression qui veut dire qu'on a l'impression d'un trop-plein, d'un problème de digestion. De manière assez injuste, peut-être, cela pèse sur la suite. Parce que si on a l'impression d'avoir déjà trop mangé, même si le dessert est très appétissant, on dit « je passe mon tour pour le dessert ». Donc, il faut être capable de penser l'avant pour comprendre l'après peut-être. Le sujet porte cette fois-ci sur les candidats donc. Ici, une étudiante de cette prestigieuse institution, Mlle Manel Hadouri, qui est ici présente, si vous voulez bien vous présenter, voilà, a fait cette brillante carte. Cette carte présente les pays qui sont candidats, en distinguant les candidats officiels, à cet instant, Monténégro, Serbie, Turquie, dont on peut se demander si la Turquie est vraiment candidate du point de vue des Turcs, mais ça on peut en discuter dans un atelier approprié. Les candidats officiels dont les négociations à cette seconde ne sont pas commencées, Albanie, ancienne république yougoslave de Macédoine, dont le nom pourrait devenir Macédoine du Nord. Les candidats potentiels, Bosnie-Herzégovine, Kosovo. Au total, donc, Monténégro, Serbie, Turquie, Albanie, ancienne république yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Kosovo. Avec un cas particulier qui est que, comme vous le savez, le Kosovo, qui est comme d'autres une partie de l'ex-Yougoslavie, n'est pas reconnu par tous les États membres de l'Union européenne.
ce qui est assez cocasse, puisqu'on discute avec un pays que tout le monde ne reconnaît pas. Il y a 5 pays qui ne reconnaissent pas, pour des raisons différentes, l'indépendance du Kosovo: Chypre, l'Espagne, la Grèce, la Roumanie et la Slovaquie. Pour poursuivre et bientôt achever ce premier tour de piste, j'ajouterai que ces pays ne sont pas tout à fait hors d'eau sur un sujet important qui est la corruption. La corruption, c'est quoi? C'est quand vous exercez une responsabilité publique, par exemple maire, député, accepter un avantage privé pour prendre une décision qui n'est pas dans l'intérêt général. Voilà une définition assez large de la corruption. Cette corruption est évaluée par une organisation qui s'appelle Transparency International sur un critère de 1 à 100. Si vous êtes à 50, vous êtes à la moyenne mondiale. Si vous êtes à moins de 50, vous êtes sous le niveau de la mer. Ici, il n'y a pas besoin d'être cartographe pour savoir que la région sud-est est quand même plus proche de l'orange que du vert. À des fins pédagogiques, j'ai réduit la focale sur cette zone en y incluant nos amis italiens qui, je le souligne, sont États fondateurs de l'Union européenne, ce qui est assez cocasse, et qui n'ont toujours pas su apparemment régler ce problème, mais ce n'est pas les seuls. Et je rappellerai, pour élargir le propos, que globalement, la corruption dans l'Union européenne s'organise selon 2 gradients. Plus vous êtes au nord, globalement, moins vous êtes corrompu. Plus vous êtes au sud, plus la propension à la corruption s'élève. Plus vous êtes à l'ouest, globalement, moins vous êtes corrompu. Plus vous êtes à l'est, globalement, plus il y a une culture de la corruption. Si vous êtes au sud-est, nous y sommes, bingo, c'est un sujet. C'est un sujet. Je rappelle que l'Union européenne est supposée rassembler des États de droit et que la corruption ne fait pas partie de ses usages. Néanmoins, dans le tableau que vous avez dans le dossier, j'ai eu la pudeur de vous mettre l'indice de perception de corruption de la France pour vous montrer que, comme on l'enseigne en géographie dans le secondaire, la France est bien un pays carrefour. Carrefour entre le nord et le sud en matière de corruption et qu'on n'est pas exemplaire, nous non plus. Ceci pour montrer qu'il faut savoir balayer devant sa porte. Je suis très content de participer à cette journée aujourd'hui. Je vais faire une courte présentation sur quelques éléments qui me semblent importants de rappeler sur la politique européenne vis-à-vis des Balkans, mais je suis ici d'abord et surtout pour écouter ce qui va se dire ensuite pendant les débats. Ce qui me semblait intéressant de rappeler, plusieurs choses. D'abord, géographiquement, ça paraît assez évident. Les Balkans occidentaux sont une enclave entourée d'Union européenne. Donc c'est une région qui est à l'intérieur de l'Europe géographiquement et entourée d'États membres de l'Union européenne. D'autre part, ce que je voulais aussi rappeler, c'est que, donc on voit, et M. Verluis a rappelé les différentes vagues d'élargissement, que les élargissements progressifs qu'il y a eu au cours des 2 dernières décennies n'ont pas empêché un approfondissement de l'intégration européenne proprement dite. Donc cette idée selon laquelle si on s'étend, on perd la substance, n'a pas été prouvée par l'expérience des derniers élargissements. L'autre point que je voulais amener à votre attention sur cette carte, c'est le fait que des pays issus de la Yougoslavie, il y en a 2 qui sont déjà États membres de l'Union européenne, c'est la Slovénie et la Croatie, qui nous a rejoints en 2013. Voilà un certain nombre d'éléments, peut-être plus anecdotiques, mais pour montrer à quel point on est déjà dans une intégration très importante. Vous vous rappelez peut-être cet épisode du mois d'avril, il me semble, où on a dû régler nos fours et micro-ondes suite à une dispute énergétique entre la Serbie et le Kosovo. Nos réseaux électriques sont intégrés et effectivement, si les questions spécifiques des Balkans et de questions énergétiques entre le Kosovo et la Serbie ont une influence sur la fréquence du réseau électrique européen et donc sur l'heure qui est affichée sur nos micro-ondes. Et autre ustensile, voilà. Tout ça pour vous rappeler quelle est un petit peu la ligne officielle, que ce soit la ligne des États membres, de la Commission européenne ou du Parlement, que je trouve très bien résumée dans la phrase de notre haute représentante et vice-présidente de la Commission européenne. Je me permets de vous la lire. Donc elle rappelle une évidence, à savoir que les Balkans occidentaux font partie de l'Europe géographiquement, entourés d'États membres de l'Union européenne. D'un point de vue géographique, les Balkans occidentaux partagent la même histoire que les membres de l'Union européenne.
le même patrimoine culturel, les mêmes défis, les mêmes intérêts, les mêmes opportunités. Et je dirais qu'il est clair aujourd'hui, et c'est notre message, que nous partagerons un avenir commun au sein de notre Union européenne. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a que ce soit des institutions des États membres ou des institutions européennes, la question n'est pas de savoir élargissement oui ou non, c'est de savoir quand et comment. Je vais essayer de récapituler les étapes qui jalonnent le processus d'adhésion. Donc la première étape, il s'agit de donner aux candidats, à un pays le statut de candidat potentiel, c'est-à-dire qu'il lui donnait une perspective européenne. Donc c'est quelque chose qui a été fait pour l'ensemble des pays des Balkans lors du sommet de Thessalonique en 2003. C'est aussi pour ces pays des Balkans à qui on a donné cette perspective, ça a été l'occasion de signer avec l'Union européenne un accord de stabilisation et d'association. C'est un accord, ce sont des accords qui sont très ambitieux, qui contiennent des accords de libre-échange. Mais pas seulement, c'est des accords qui vont structurer le dialogue politique qu'on a avec ces pays. Donc ça couvre un très grand nombre de sujets, de relations économiques, au dialogue sur la justice. Et en fait, pour chacun des sujets, on a des comités et des sous-comités qui se réunissent régulièrement, où la Commission européenne va dialoguer avec le pays en question pour savoir quelles ont été les réformes qui ont été passées, est-ce qu'elles sont conformes à l'acquis communautaire, et est-ce que le pays est dans une trajectoire positive. Ensuite, si un certain nombre de critères fondamentaux sont remplis, le pays se voit attribuer le statut de candidat. Et une fois la candidature attribuée, on a une autre étape qui est importante, c'est l'ouverture des négociations proprement dites. Et donc là où on va aller à l'intérieur de chaque chapitre, donc ces différents secteurs qui sont couverts par l'acquis communautaire, et discuter avec les pays de l'avancement pour la mise en œuvre de l'acquis. Les États membres, dans le processus d'adhésion, vont être, pour un pays, être amenés à prendre plus d'une centaine de décisions à l'unanimité pour valider la candidature d'un pays. Donc c'est-à-dire que ce que fait la Commission propose, la Commission européenne propose, au vu des analyses et des discussions que je mentionnais, émet une opinion sur tel ou tel sujet, et ensuite ce sont les États membres qui vont à l'unanimité décider si ils considèrent cette position comme pertinente ou pas. Donc du coup, le processus d'adhésion, c'est vraiment un processus qui est entre les mains des États membres. Je vais essayer très rapidement de balayer la situation par pays. Donc le Monténégro, comme je vous l'indiquais, est déjà candidat. Il y a toujours des questions d'état de droit, donc sur les chapitres 23 et 24 que j'ai déjà mentionnés, qui se posent. Et la Commission insiste sur le fait qu'il y a toujours des résultats décisifs qui se font attendre dans le domaine de la lutte contre le trafic d'êtres humains, le blanchiment et le fait de pouvoir accéder aux actifs de criminels qui ont été inculpés. Et d'autre part, on souligne qu'il n'y a pas d'avancée suffisante dans le domaine de la liberté de la presse. Pour la Serbie, les questions principales, d'un point de vue économique, la Serbie est assez performante dans la mise en œuvre de l'acquis. En revanche, sur ces mêmes sujets fondamentaux de liberté de la presse ou d'enquête corruption, sur des cas de corruption, les performances ne sont pas encore au rendez-vous. La Macédoine, je voulais peut-être faire un petit point là-dessus, puisque comme vous le savez, il y a un accord récent entre les premiers ministres Tsipras et Zaev sur le non. C'est le premier pays qui a signé un accord de stabilisation et d'association avec l'Union européenne en 2001. Et en fait, la Macédoine a été bloquée avec l'histoire du non. Il y a eu une crise politique l'année dernière qui a amené un changement de gouvernement et le Premier ministre actuel a engagé des réformes très ambitieuses et donc une dynamique très positive en ce moment en Macédoine dont la résolution de la question du non fait partie. C'est important parce que la Commission européenne a proposé que la Macédoine devienne, qu'on puisse ouvrir les négociations avec la Macédoine, les négociations d'adhésion. Et c'est une décision qui doit être prise mardi prochain.
Et donc aujourd'hui, c'est entre les mains des États membres de dire si oui ou non, au vu des efforts accomplis par la Macédoine au cours de l'année écoulée, en particulier sur la question du non, est-ce qu'on peut donner à la Macédoine la possibilité d'ouvrir pour de bon ces négociations ? C'est aussi lié à la stabilité du gouvernement actuel, puisqu'il joue son va-tout. C'est la décision sur le non, la République de Macédoine du Nord suscite des acrimonies dans une partie de la classe politique de la Macédoine, et un revirement de l'avis des États membres pourrait avoir des conséquences politiques importantes sur le pays. Je suis Laurent Chamontin, donc je suis spécialiste de l'Ukraine, de la Russie et des républiques post-soviétiques en général. Alors j'ai essayé de ne pas focaliser justement le débat sur les républiques post-soviétiques, puisque après tout, les voisinages de l'Europe, on peut aussi en imaginer ailleurs. Donc finalement en pratique, nous nous sommes focalisés sur, je dirais, la façade ouest de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire Biélorussie, Moldavie, Ukraine, le Caucase. On a également évoqué l'Iran, qui n'était pas a priori prévu dans les purs. Et on n'a pas eu le temps d'aborder l'Asie centrale, simplement par manque de temps et parce que la question était très très ouverte. Donc je crois qu'on a eu un échange qui était d'une bonne qualité, qui montre en fait que et c'est quelque chose que je constate fréquemment, que les gens sont très, à la fois très curieux et très démunis par rapport à... Enfin, ils ne connaissent pas suffisamment de choses par rapport à ces pays qui sont dans l'environnement de l'Europe et qui en même temps restent relativement inconnus ou mal connus. Et c'est un point qui est important dans la situation actuelle, où on a quand même un environnement géopolitique qui est très très tourmenté. Donc des nouveaux problèmes qui apparaissent dans les voisinages de l'Europe, dans des pays comme je disais, qu'on ne connaît pas suffisamment bien. Et donc moi ce qui m'a frappé, c'est vraiment la demande des gens pour essayer d'en savoir plus. J'étais sur la conférence sur l'adhésion de la Turquie. Et en fait, c'est intéressant en tant qu'élève d'Hippocagne, d'avoir un peu évoqué le sujet de l'Europe géographique et de l'Europe communautaire, et du coup de pouvoir approfondir avec des personnes qui sont vraiment en plein cœur du sujet tous les jours. Et surtout très intéressant d'essayer de faire un peu la synthèse des avis différents. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu unique comme consultation. Ouais. J'étais du coup dans la conférence des Balkans, enfin dans l'atelier. Et c'était intéressant de voir autant des personnes qui s'y connaissaient beaucoup sur la question et qui avaient énormément d'arguments, et d'autres bien plus neutres parce qu'ils connaissaient peu de choses sur la question, et de voir le décalage entre les spécialistes en quelque sorte et plus des citoyens lambda qui s'intéressent aux questions européennes, et de voir du coup les différentes opinions qui changent énormément selon les connaissances de chacun. Moi je trouve que le principe est vraiment je trouve ça bien d'avoir fait ça, de faire sur le principe de faire une concertation citoyenne entre guillemets, parce qu'on a rarement l'occasion de confronter les citoyens directement à des questions comme ça, et de pouvoir proposer un débat dessus et tout. Enfin, je trouve que ça montre, ça fait réfléchir, quoi. Ça fait pas donner son avis d'un coup sans réflexion, donc c'est bien. Donc je suis la rapporteuse du groupe
du groupe. Quels sont les effets des élargissements post-guerre froide sur les possibles élargissements à venir? Donc plusieurs points essentiels ont été abordés. Donc d'abord un consensus univoque par rapport à l'élargissement de 2007 qui retentit comme un échec pour l'Union européenne, notamment parce que les conditions d'entrée à l'Union européenne ont un peu été survolées, notamment par rapport aux problèmes de corruption de la Roumanie ou de la Bulgarie, ou alors des droits fondamentaux qui sont les droits européens qui ne sont pas forcément respectés dans ces deux pays. Donc ensuite, on a le fait qu'il y a quand même cependant une véritable évolution des politiques d'élargissement, donc ceux depuis la guerre froide et après, et donc post-guerre froide. Donc j'étais à l'atelier pour ou contre l'adhésion des Balkans dans l'Union européenne. Donc on a surtout débattu sur les avantages et les inconvénients notables sur ces élargissements. Donc je vais commencer par les arguments en faveur qu'on a trouvés. Tout d'abord, les arguments en faveur pour l'Union européenne, ce serait une extension de la zone de paix. Et ensuite, ça permettrait à l'Union européenne d'englober un marché de 18 millions d'habitants en plus. Et ensuite, les avantages pour la région, ce serait surtout une hausse du niveau de vie qui serait encouragée par les fonds communautaires qu'ils pourraient toucher. Et ensuite, les inconvénients notables, on a remarqué la difficulté qui pourrait apparaître de gérer les cicatrices historiques de cette région. On a aussi noté le problème de corruption et un niveau plus faible de vie dans ces régions-là. Et on remarque aussi une crainte que certains de ces pays, tels que la Serbie, pourraient être le cheval de Troie de la Russie. Donc notre sujet, c'était l'adhésion de la Turquie à l'UE et est-on pour ou contre l'adhésion de la Turquie? Donc on a essayé de répondre avec un plan en 3 parties. Donc tout d'abord, le non-respect... en 3 axes. Tout d'abord, le non-respect des critères d'adhésion que l'on peut constater dans le cas de la Turquie. Deuxièmement, on peut remarquer que la Turquie cherche sa place ailleurs, finalement, par rapport à l'Europe. Et enfin, quelles sont les solutions pour l'adhésion, pour que ça puisse marcher entre la Turquie et l'Union européenne. Donc tout d'abord, la Turquie ne respecte pas les règles, les critères d'adhésion, sachant que l'Union européenne donne des millions d'euros depuis 1987, qui est la date de demande d'adhésion de la Turquie, pour justement la mise aux normes des institutions. Donc il y a un encouragement quand même de l'Europe vis-à-vis de la Turquie. De manière interne, il y a un durcissement politique et interne dans le pays. Donc deuxièmement, la Turquie, elle cherche donc sa place ailleurs, et notamment parce qu'elle a demandé son adhésion quand même en 1987 et qu'elle ne l'a toujours pas obtenue. Donc on peut voir qu'elle intensifie ses relations avec les autres pays, donc tout d'abord avec l'Asie et la Chine. Elle participe au projet de la route de la soie. Et elle devient un pivot stratégique donc, pour l'Asie. Pour sélectionner des pays, donc on s'est basé sur une ancienne carte de l'URSS. Et on a sorti 3 groupes de pays, donc qui étaient plus des anciens pays du bloc de l'Est, notamment la Moldavie, l'Ukraine ou la Biélorussie. Ensuite des républiques du Caucase et ensuite des pays eurasiens, notamment comme l'Iran. Donc ce qui en est sorti, c'est premièrement quelle Europe nous voulons construire. Est-ce que vraiment le thème aujourd'hui est d'élargir? Qu'est-ce que l'Europe? Donc ensuite, on a des résultats plus ou moins différents. Donc on a beaucoup abordé la question moldavienne avec un représentant moldavien qui a vendu son pays pour la candidature à l'Union européenne. Donc on a vu que c'était possible et une majorité d'entre nous... Ah, ça marche. Une majorité d'entre nous était plutôt favorable à une adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. J'ai toujours l'impression
comme le speech qu'il y a eu notamment venant du président Macron à Strasbourg, c'est qu'on oppose réellement élargissement et intégration de l'Union européenne. Et que les deux ne vont pas de pair. Alors que je considère que les deux peuvent très bien aller de pair. On l'a fait pendant les années 2000. Et aujourd'hui, les États qui sont candidats de l'Union européenne, on les présente comme étant parfois des États perturbateurs, qui peuvent notamment perturber le processus d'intégration européenne, sauf qu'il faut prendre en considération les dynamiques nationales. Et je prends par exemple, si on a parlé du cas de la Serbie, certes, en effet, on se peut poser des questions. Si aujourd'hui la Serbie devait intégrer l'Union européenne, quelle serait sa place, plus rapprochée avec Visegrad ou pas? C'est des questions légitimes. Mais si on prend le cas de la Macédoine, si on prend le cas notamment de l'Albanie, si on prenait le cas du Kosovo il y a quelques années, ce seront des États qui seront à la pointe de l'intégration européenne, qui participeraient à l'ensemble des politiques européennes et qui iraient réellement, qui ont une perspective, un sentiment d'appartenance. Et ça, je pense que c'est important de le dissocier. Les deux ne sont pas, on va dire, dichotomiques. Les deux peuvent aller ensemble et je pense que c'est nécessaire de prendre ça en considération, surtout quand on considère la politique d'élargissement. Après, on va de plus en plus, il ne faut pas oublier, probablement vers une Europe à plusieurs vitesses, une Europe concentrique. Et donc, pourquoi dans ce cas-là se priver de continuer à faire l'élargissement si justement on se dit qu'on va se faire des pôles notamment d'intégration. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais, voilà, ici, après avoir entendu tout ça, j'aimerais forcément, je travaille sur un sujet, je suis passionné par ce sujet-là et j'estime que la politique d'élargissement est nécessaire à beaucoup de titres, mais en même temps, faut pas opposer certaines dynamiques européennes. Est-ce qu'il est sage? Est-ce qu'il est pertinent de continuer à vouloir amasser qui embrasse trop mal les trains? Voilà. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce que l'Union européenne, voilà? Où va-t-elle, quand même? Ça, c'est... Parce que l'Azerbaïdjan, c'est bien beau, c'est tout ça. Parce que moi, je vais vous proposer aussi... Et pourquoi pas le Maroc? Voilà. Donc, voilà. Le Maroc, la Méditerranée, le Maroc, tout ça, on peut aussi dire... voilà. Donc, c'est ma question... Est-ce qu'il est pertinent d'élargir ou de solidifier ce qui est déjà? Voilà.